Moi, j'ai pas eu du tout la vocation. Mon objectif, c'était d'être journaliste, de raconter, de m'intéresser aux choses et de raconter ce qui se passait. Passeur d'émotions, passeur de larmes, passeur de sourires et de rires. L'histoire, ce sont aussi des sentiments, des émotions. Passionné, je voulais faire des livres. Le comédien est quelqu'un qui raconte qui il est. Bonjour à tous, que ce soit à travers ses émissions Le Gai Savoir sur France Culture, Philosophie sur Arte, à travers ses cours ou même ses lectures passionnées de Marcel Proust, mon invité partage certainement cette phrase de Goethe « J'existe pour m'étonner », tête à tête avec le philosophe Raphaël Antoven. Bonjour Raphaël Antoven. Bonjour. Alors vous êtes prof de philo, notamment le but du prof de philo, c'est un peu comme celui du comédien, peut-être de renseigner les gens sur eux-mêmes, leur montrer qu'ils savent, qu'ils portent ça en eux. Oui, ce n'est pas tellement la transmission d'un savoir à la façon d'un vase communicant, que l'éveil en autrui, c'est plutôt de la téléportation. On éveille en autrui un savoir dont autrui dispose. Le travail du professeur de philosophie est de donner à celui qui reçoit son enseignement le sentiment, disons, de l'aider à découvrir ce qu'il sait. Voilà. Pour le dire très simplement, que savons-nous ? On sait qu'on va mourir, par exemple. Alors, on sait qu'on va mourir, mais on n'y croit pas. Et le travail d'un prof de philo, c'est de faire basculer ce savoir abstrait en une compréhension vécue, intime. C'est là que la philosophie change non pas le monde, mais la vie. La maïeutique est un passage tantôt de l'opinion qu'on peut avoir à l'argument, on transforme une opinion en argument, tantôt au contraire d'un argument abstrait, genre tous les hommes sont mortels, à une opinion incarnée, c'est-à-dire je suis mortel et je vais mourir et il faut que je vive avec ça. André Gide dit « Toutes les choses sont déjà dites, mais comme personne n'écoute, il faut toujours recommencer ». Est-ce que c'est ce qui explique cette longue histoire de la philosophie? Depuis Platon jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des choses à découvrir dans le domaine de la philosophie. Oui, alors je ne sais pas si c'est la raison pour laquelle l'histoire de la philosophie est si longue et surtout si répétitive en un sens. Enfin, c'est une répétition qui se distingue à chaque fois. Bergson présente l'histoire de la philosophie comme un tourbillon. C'est dans un très beau chapitre qui s'appelle L'intuition philosophique, où il explique que l'histoire des idées est comme un tourbillon qui soulève des poussières différentes, mais le tourbillon demeure. Au fond, il y a une communauté d'intuition et des familles de pensée qui traversent les siècles. Cette communauté d'intuition ne vient pas tant du fait que les gens n'écoutent pas, que du fait que chaque individu naissant, arrivant sur Terre et choisissant de faire de la philosophie, ou étant choisi par la philosophie pour en pratiquer un peu, se voit dans la situation de se reposer les questions que les autres se sont posées avant lui. Donc c'est la persistance des problèmes, en vérité, qui fait que l'histoire de la philosophie se répète ou tourne sur elle-même. Et qu'il n'y a pas de progrès en philosophie. On ne peut pas faire de progrès en philosophie, contrairement aux sciences. On n'a pas fait de progrès depuis Platon, par définition. On tourne sur nous-mêmes. En revanche, la phrase de Gide permet de comprendre le fait que quand Raymond Aron, en 1955, publie L'opium des intellectuels, il présente le communisme comme une religion. Et il le présente en pleine période de plomb, c'est-à-dire il fait valoir quelque chose d'extraordinaire, c'est que la forme, le dispositif de l'idéologie communiste est plus dangereux que l'idéologie ou le contenu de l'idéologie elle-même n'est fraternel. Et donc il montre que la manière du communisme est plus dangereuse que la matière du communisme. Et montrant cela, il se rend minoritaire, structurellement. Il n'est pas entendu. C'est aussi la raison pour laquelle il a toujours raison. Car s'il avait été entendu, l'humanité aurait fini par lui donner tort. Or, il ne peut pas être entendu quand il tient un discours comme celui-là. Et ainsi, en ce sens-là, on peut dire qu'effectivement, les idées demeurent parce que personne ne les écoute. Quand est-ce qu'on a une attitude philosophique? On a cette image du philosophe qui est tout le temps heureux, qui a la sagesse incarnée. À partir de quand on a à partir de quand est-on philosophe finalement? Faire de la philo, c'est s'étonner des choses qu'on a l'habitude de voir. Si je vous dis ça, ce qui me semble la définition d'ailleurs la plus juste de la philosophie, celle qui les embrasse toutes, faire de la philosophie, c'est s'étonner de ce qu'on a l'habitude de voir. À ce compte-là, un enfant bien élevé, c'est-à-dire un enfant un peu candide, ou quelqu'un qui conserve une façon virginale ou enfantine de voir, d'entendre et de penser, est philosophe. Mais faire de la philosophie, c'est aussi tenir pour une énigme le monde ordonné que nous lèguent les savants, ce qui suppose un vrai travail. Je ne saurais pas vous dire à quel point, quand on est philosophe, on fait de la philosophie quand on ne se satisfait pas de ce que l'habitude nous propose. Voilà, tout simplement. À partir de là, est-on philosophe à ce moment-là? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça veut dire être philosophe.
C'est l'étonnement. Oui, c'est l'étonnement, mais attention. C'est l'étonnement, mais vous avez vraiment deux traditions en philosophie qui correspondent à deux rapports à l'étonnement. Vous pouvez vous étonner d'un truc que vous choisissez de tenir pour étonnant et dont ensuite vous diluez l'étonnement qu'il vous inspire dans la vérité qu'il vous permet de conquérir. Par exemple, Newton. Newton voit une pomme tomber et il choisit ce matin-là de s'en étonner. Ah là, il est surpris que la pomme tombe, alors qu'il a déjà vu des tas de pommes tomber, mais là, il est surpris. Et partant de cet étonnement, il en vient à construire, à élaborer, à trouver, à mettre au jour des lois qui expliquent l'étonnement. Et dans la vérité qu'il a conquise dissout l'étonnement qu'il a d'abord choisi d'éprouver. De la même façon, chez Descartes, Descartes décide de douter de tout, ce qui est une modalité de l'étonnement, et le doute universel ou hyperbolique cartésien se résorbe dans la conquête du sentiment de son existence, où l'étonnement se dissipe. Mais il y a d'autres philosophes qui persistent dans l'étonnement, c'est-à-dire dont la philosophie tout entière est de s'étonner constamment de ce qu'on nous propose. C'est-à-dire que Schopenhauer, par exemple, contrairement à Newton, s'étonnerait que la pomme tombe, mais il s'étonnerait encore plus des lois qui expliquent le fait que la pomme tombe. Et c'est deux dispositions du caractère tout à fait différentes. Dans un cas, vous avez l'idée d'une pensée qui progresse, qui chemine vers son abolition dans la conquête d'une vérité, et dans l'autre cas, vous avez l'idée d'une pensée qui ne progresse pas, mais qui évolue jusqu'à son abolition, non pas dans la vérité, mais dans la poésie. Et c'est vraiment deux traditions divergentes, parallèles, voisines de la philosophie. Alors vous avez écrit avec votre père un livre sur Proust, Marcel Proust. Vous avez dit quelque chose d'intéressant. En lisant Proust, on est chez soi. Proust nous reçoit chez nous. Pourquoi ? Parce qu'il a eu raison d'avoir cette ambition. Le narrateur, Marcel Proust en l'occurrence, avait pour ambition, en écrivant La Recherche du temps perdu, d'écrire un livre où chacun serait le propre lecteur de lui-même. Mais effectivement, c'est le sentiment qu'on a quand on lit ce livre. Il suffit pour s'en apercevoir, ça prend un peu de temps, de le lire plusieurs fois. Parce que ça n'est pas le même texte qu'on lit quand on le lit plusieurs fois. Or, qu'est-ce qui a changé ? Ça n'est pas le texte lui-même. C'est la disposition d'esprit, d'humeur, de caractère, d'âge, d'heure de la journée, etc. Ce sont les conditions extérieures de sa lecture. C'est-à-dire que ce livre a la puissance, tout en restant le même, de se modifier selon le tempérament et l'humeur plus que le tempérament de celui qui le lit. Et en cela, il n'y a pas plus hospitalier. C'est-à-dire que nous n'avons pas, en lisant ce livre, à faire l'effort de nous soumettre à une narration qui suit son chemin séparément de l'humeur qui est la nôtre. Non, on a accès à un livre qui nous ouvre tellement les bras, qu'il accueille nos tristesses et nos joies, qu'il offre un écrin à toute forme de caractère. On peut lire La Recherche du temps perdu quand on est très très heureux, c'est un surcroît de bonheur, et il faut lire La Recherche du temps perdu quand on est très triste, parce qu'elle rend les douleurs plus intéressantes que douloureuses. Donc voilà, il y a quelque chose de magique en ce sens dans ce livre, contrairement à d'autres. Est-ce qu'il y a quelque chose de philosophique, puisqu'on parle des passions, est-ce que Marcel Proust est philosophe dans La Recherche du temps perdu? Complètement, à mon avis, tout à fait, pleinement. Et je crois même qu'il l'est. D'abord, c'est d'une certaine manière le disciple, c'était le cousin germain et le témoin de mariage, mais également le disciple de Bergson, qui n'a fait dans Matière et Mémoire que formaliser, au fond, ce que Proust a ensuite mis en œuvre dans La Recherche du temps perdu. En un sens, enfin, il y a des nuances, mais indépendamment de ça, on retrouve dans La Recherche du temps perdu la parole de plein de philosophes, la parole de Montaigne, la parole de Nietzsche, de Schopenhauer, la parole de Leibniz, la parole de Descartes, et dans des endroits extrêmement précis qu'aucun de ces philosophes n'aurait renié. Alors comment ça se fait ? Comment se fait-il qu'ils les convoquent tous ? C'est très simple. L'unique objet de La Recherche du temps perdu, c'est le réel. C'est toucher du doigt le réel, ou ce qu'il appelle le temps à l'état pur. Le réel. Et selon les couleurs, les événements, les circonstances, les outils que certains philosophes mettent à notre disposition pour appréhender le réel varient. Et de sorte qu'ils convoquent, implicitement ou explicitement, sans le savoir ou en le sachant, des dispositifs de pensée qui sont déjà éprouvés savamment depuis des siècles. Et on retrouve dans la recherche est une bibliothèque géante où sont compilées partie ou tout des pensées qui la précèdent. C'est un livre gigantesque de ce point de vue. Ça va de Parménide à Michel Foucault. C'est-à-dire que la recherche embrasse les pensées à venir et advenues. C'est un livre en cela océanique, c'est-à-dire infini. Un homme vierge de tout système de pensée. Comment lui définir ce qui va arriver, sa vie ?
disons, ordinairement, on se représente le réel, la réalité, comme un résultat du possible. Voilà. Il y a un ensemble de possibles, et puis il y a un possible qui passe à l'existence à la façon d'un spermatozoïde qui entre dans l'ovule. Voilà. Il y a une armée de spermatozoïdes, il y en a un qui gagne. Et bien là, voilà. Il y a une armée de possibles, de mondes possibles, et puis il y en a un qui l'emporte. C'est comme ça qu'on voit les choses. Mais il me semble que c'est une illusion rétrospective. En réalité, la vie est ce qu'elle est. Le réel est ce qu'il est. Et il produit, parce qu'il n'est que ce qu'il est, et que c'est étouffant. Il produit le désir ou la nostalgie de ce qu'il n'est pas. De sorte que le possible est l'invention du réel, plutôt que le réel est l'invention du possible. Ça se fait dans ce sens-là. Ontologiquement, en termes de discours sur l'être, on peut croire que le réel est né du possible. En réalité, il me semble, c'est l'idée même de possibilité ou de monde possible qui est née du sentiment que ce monde n'était que celui-là et qu'avoir des regrets, c'est être malheureux deux fois. Et donc le conseil que je donnerais, c'est de commencer par vivre avant de vous demander pourquoi. Tout simplement. Choisissez le réel aux dépens du possible. Commencez par vivre avant d'y trouver une raison, avant d'y chercher même une raison, et en la cherchant, de confesser que votre vie n'en a pas. La réalité n'est pas forcément le grain qu'on a sous la main. On voit plus de choses quand on lit Madame Bovary que quand on se promène dans un village normand. On voit plus de choses parce qu'on est rendu plus attentif à plus de choses. C'est pas du tout une désertion, le refuge dans la lecture. C'est pas un refuge en fait. C'est pas un refuge, c'est le contraire. C'est le contraire. Le refuge, c'est le quotidien. Le refuge, c'est la vie quotidienne. Le refuge, c'est l'amnésie quotidienne. Le repli dans la littérature, loin d'être un refuge, en tout cas à mon sens, est plutôt une modalité de l'ouverture. Merci beaucoup Raphaël Antoine. Merci à vous.